Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Télar TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Après le sommet de Paris sur la paix, le sommet Chine-Afrique à Dakar en novembre dernier et le sommet Russie-Afrique qui s'annonce en novembre 2022, Joe Biden vient de tenir également son sommet pour la paix. Donc tout cela, quels enjeux géopolitiques et géostratégiques pour une Afrique qui bouge, qui se veut beaucoup plus libre et souveraine? Pour en parler avec moi sur ce plateau, le professeur Félix Bankunda-Mpele, enseignant-chercheur, politologue, juriste et constitutionnaliste. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur Télar TV. Bonjour, professeur Félix Bankunda-Mpele. Bonjour, Christian. Alors, le sommet pour la démocratie, le sommet Biden. À ce sommet, curieusement, le Congo-Brazzaville n'a pas été invité. Pourtant, il y a une centaine d'États, des pays qui ont été invités. Quelle analyse peut-on faire et quelle lecture faire de cette exclusion, j'allais dire entre guillemets, du Congo-Brazzaville, particulièrement, je sais qu'il y a bien d'autres pays aussi qui n'ont pas été invités. Merci pour la question, Christian Perrin. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais Joe Biden seul peut dire la raison expresse pour laquelle, effectivement, le Congo et d'autres pays n'ont pas été invités, même si on a une certaine idée. Je pense que, d'abord, il faut le préciser. Dans les premiers moments de son discours, dès son élection, Biden avait dit qu'il convoquera un sommet sur la démocratie. Donc, c'est pas hier qu'il l'a décidé, c'est pas avant-hier, c'est effectivement, disons, dans sa déclaration, disons, au moment où il avait été investi. Donc, ça montre quand même que l'idée date un peu, c'est-à-dire d'une année, puisqu'il avait dit dans la première année, effectivement, disons, de mon installation, effectivement, je convoquerai cela. Et on peut se poser donc la question sur les motivations. Et ensuite, les raisons pour lesquelles certains sont exclus, d'autres non. Et là, effectivement, il y a une idée qui ressort. Bon, mais je pense d'abord que quand le président Joe Biden convoque effectivement, pense à cette initiative, il a en tête déjà ce qui s'est passé dans son propre pays. Les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Vu de l'extérieur, ça représente quand même une grande démocratie. Et je pense que tous les théoriciens placent effectivement les États-Unis dans le cadre des grandes démocraties. Et nous savons ce qui a précédé, ce qui s'est passé effectivement au lendemain de son élection. Que effectivement, il y a eu ce problème donc au niveau du Capitole. Mais il ne pouvait pas s'arrêter cela. Il s'est également rendu compte qu'il est en train de se passer des choses dans le monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est effectivement le triomphe des populistes. Le triomphe des populistes, parce que quand vous regardez ce qui se passe au Brésil au même moment, ce qui se passe également dans certains pays européens, mais enfin, à ce moment-là, il se rend compte, oui, comme tout autre, pouvait se rendre compte que ce n'est ni propre aux États-Unis, ni propre à l'Amérique, ni propre à l'Europe, mais c'est une tendance générale. Donc, ce qui inspire effectivement, disons, Biden, là nous sommes d'abord, je vais dire, dans le contexte, nous permettez, disons, d'en savoir un regard, c'est le fait qu'il y a un recul de la démocratie. Et quand il y a un recul de la démocratie, effectivement, pour ce que sont les États-Unis traditionnellement, qui se considèrent peut-être plus comme gendarmes, puisque au niveau des États-Unis, eux-mêmes, effectivement, on recuse de façon majoritaire cette idée des États-Unis gendarmes du monde, mais ils se disent quand même qu'ils doivent effectivement impulser quelque chose. Et quand on veut impulser quelque chose, la volonté est une idée, la stratégie en est une autre. Donc, dans le choix ou dans l'exclusion ou disons la rétention de certains États, il faut y voir deux éléments. D'une part, la volonté effectivement de redonner du tonus à la démocratie et d'autre part, la stratégie. Pourquoi je dis qu'il y a la stratégie? Parce que c'est vrai, quand on observe, beaucoup de questions sont posées. Par exemple, le Pakistan est retenu, mais pas la Turquie. La Hongrie est exclue, qui fait quand même partie de l'Union européenne. Et on se pose la question de savoir une Hongrie qui fait par l'Union européenne, qui est quand même, je vais dire, qui met quand même au cœur, effectivement, disons, la démocratie, mais elle est exclue. Bon, donc là, je pense qu'il y a une idée qui se dessine, qui essaie de savoir… Parce que finalement, on peut parler d'un sommet entre amis. Finalement, Biden a choisi ses amis ou bien?
Parce que Non, finalement, on ne comprend pas quel a été le critère de choix. parce que effectivement, quand on doit faire un choix, il y a deux éléments. C'est-à-dire que tout dépend de là où l'on va. C'est-à-dire que là où l'État est situé, c'est-à-dire, parce que quand on va dire, prenons le cas, c'est un exemple pour expliquer. Quand on prend le Sénégal, on ne peut pas dire que le Sénégal soit véritablement une démocratie, mais quand on regarde par rapport, disons, à l'ensemble des pays africains, on peut se dire que c'est une démocratie, donc de façon relative. Quand on voit la Hongrie, on doit se dire, elle est en Europe et étant située en Europe, il y a forcément comme, disons, un standard, il y a des standards. Donc, on sent qu'il y a du recul. Donc, je pense que les États qui ont été exclus, certains, c'est par rapport, disons, à la situation qui devrait être à l'heure. C'est-à-dire que la Turquie étant dans l'OTAN, disons dans l'OTAN, bon, la Hongrie étant en Europe, on estime qu'on s'attend à un peu plus. Donc, là où il y a une tendance de recul, effectivement, on dit qu'il faut effectivement, en quelque sorte, livrer un carton jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour dire que non, 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 on s'attend un peu plus que cela, que ce que vous montrez. Par exemple, si on prend la Hongrie, le Congo-Brazzaville, ben, le point, disons, d'approche, le point d'analyse n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, je pense que la Hongrie, par exemple, est sanctionnée parce que l'on se dit, étant membre de l'Union européenne, on s'attend un peu plus et que là, vous êtes en recul. La Turquie, oui, en recul. Mais le Pakistan, on sait d'où elle vient. Voyez, donc là, il y a effectivement. Alors, donc, ça, c'est à peu près, disons, pour relever l'idée qui a permis aux États-Unis, parce que si on ne pose pas ce point de départ, si on ne pose pas, disons, cet élément de distinction, on peut avoir un peu du mal à comprendre. Donc, je pense que le président Joe Biden, ou disons l'administration américaine, a exclu selon effectivement le point de départ, le point, disons, sur lequel on pouvait situer l'État. Donc, voilà un peu ce qui peut expliquer que le Pakistan, par exemple, et les Philippines qui n'ont pas quand même une grande le Pakistan et les Philippines soient retenus et qu'en même temps, la Turquie et la Hongrie soient exclus. Quand on a dit cela, est-ce que cette exclusion peut être perçue comme une sanction? j'ai parlé de carton jaune. Donc, il y a un peu de cela. Pour dire que l'image, par exemple, la Hongrie, se dégrade. La Turquie, c'est vrai. De toute façon, quand on regarde, on ne peut pas dire que, franchement, la Turquie soit un modèle de démocratie. Donc, il y a, je pense, un carton jaune, une façon de dire, ben oui, c'est pas cela qu'on attend. C'est pas cela. Maintenant, quand on vient dans notre continent, puisque c'était essentiellement sur la question, bon, je pense que tous les Africains regardent ce que c'est que l'Afrique. Il y a 3-4 ans, moi-même, je disais, le mouton noir de l'Afrique, c'est essentiellement l'Afrique francophone. Et qu'au sein de l'Afrique francophone, il fallait faire la différence entre les États d'Afrique centrale et les États d'Afrique de l'Ouest. Et il y a 1 mois et demi, 2 mois, nous avons nous-mêmes, disons effectivement, animé une émission sur la recrudescence des coups d'État en Afrique. Donc, on se rend compte que la distinction que l'on faisait entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, nous parlons là des pays francophones, ne tient plus. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une rechute autocratique dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et on a cité effectivement le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, de toute façon, ce n'est qu'une confirmation parce que l'on se disait le plus souvent, l'Afrique de l'Ouest diffère de l'Afrique centrale, mais en même temps, cette Afrique de l'Ouest n'offrait pas de véritable garantie et que de ce point de vue, à tout moment, on pouvait s'attendre à une rechute et ce qui est arrivé. Et alors, la question qui peut nous interroger, c'est de savoir, mais finalement, pourquoi on a retenu dans cette Afrique francophone le Sénégal et puis la RDC. Pour le Sénégal, c'est clair et net, depuis le départ, c'est-à-dire depuis les indépendances, l'Afrique, disons le Sénégal, fait quand même la différence au reste de l'Afrique centrale, puisque elle n'a jamais, disons, remis en cause le multipartisme, par exemple, qui est quand même si ce n'est pas une garantie selon la démocratie, mais qui est quand même un critère qui permet effectivement, je vais dire, à l'opinion publique de s'exprimer avec tout ce qui va avec. Pour la RDC, mon idée est relativement différente. Je pense qu'il y a 2 éléments qui ont déterminé le choix des États-Unis. Premièrement, le fait que le président de la RDC est le président en exercice de l'Union africaine. Et puis la deuxième idée, c'est que traditionnellement, les États-Unis ont toujours vu en la RDC, donc Saint-Zaïre, donc effectivement, un point de stratégie. C'est-à-dire que
les États-Unis lui permet effectivement, la RDC permet aux États-Unis effectivement d'avoir un regard sur le plus grand nombre de pays africains. Donc, quelle que soit la stratégie qu'elle a toujours faite, donc l'Amérique, les États-Unis ont toujours en quelque sorte retenu la RDC comme étant effectivement un pays qui peut servir de stratégie. C'est pour ça que dès le départ, je disais que dans le choix qui a été fait, il y a d'une part l'expression d'une volonté et d'autre part la stratégie. Parce que le plus souvent, quand on veut aboutir à quelque chose, on est obligé de prendre parfois des brebis galeuses parce que ça entre dans la stratégie que l'on veut mener. Donc, je pense qu'il faut aller de cette idée-là. Le choix du président Biden a été déterminé d'une part par la volonté effectivement de redonner du tonus à la démocratie et d'autre part par la stratégie. Ce qui veut dire que dans ce qui va ressortir, il y aura effectivement une stratégie. Elle ne se bornera pas, disons, à de simples principes, mais ça sera suivi d'action. Mais est-ce que ce n'était pas là une occasion d'inviter également les pays où il y a des régimes totalitaires pour leur parler en face, au lieu de les exclure? Parce qu'à ce moment, eux aussi vont constituer un autre monde à part. Bon, il y a un élément dans la réponse que je viens de donner, il y a un élément, disons, qu'on n'a pas soulevé. La géopolitique. Remarquons que la Chine et la Russie n'ont pas été invités. Il y a eu d'ailleurs une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères qui a consisté à dire que, ben oui, l'Amérique relance, renoue avec sa tradition qui consiste, disons, à s'ériger en maître du monde et à déterminer donc effectivement les principes de la démocratie. Bon, je ne sais pas comment les Chinois eux-mêmes se conçoivent, est-ce qu'ils se conçoivent comme un pays démocratique ou pas, mais je vais quand même dire que du point de vue des critères qui ne relèvent pas de l'idéologie mais de l'observation ordinaire, on ne peut pas soutenir que la Chine soit vraiment un pays démocratique. Sinon, on dirait à chacun sa démocratie, alors. On serait tenté de dire, mais enfin, objectivement, on peut quand même, sans, je pense, je vais dire, disons, se lier à une idéologie, dire quand même que la Chine n'est pas une démocratie à partir du moment où, bon, d'ailleurs, au moment où nous parlons, je ne sais pas si vous suivez ce qui s'est passé dans la journée, puisque au niveau de Taïwan, on a dit qu'il y a eu effectivement, disons, une situation particulière qui a attiré l'attention effectivement de tous les observateurs. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des avions de chasse qui ont survolé l'espace aérien taïwanais. Donc, vous voyez quand même que là, il y a un problème. Bon, même si, effectivement, c'est un qu'on peut apprécier de façon différente. Parce que la Chine considère que Taïwan, c'est la Chine. Voilà, donc, on peut dire, mais enfin, je pense quand même que on peut, sans faire référence à des idéologies, constater que la Chine n'est vraiment pas une démocratie. C'est clair et net, à partir du moment où c'est le parti unique. Voilà. Sauf à retomber dans les classifications traditionnelles qui consistaient à dire qu'effectivement, on s'arrête à l'état de droit, c'est-à-dire que le fait que l'on affirme dans les textes, on ne va pas plus loin. Mais moi, je vais au-delà, disons, de la simple affirmation. Je vais au-delà des textes. Je pense que l'état de droit, sans la démocratie, c'est franchement fictif. Parce que c'est la démocratie qui permet effectivement de vérifier dans quelle mesure disons, le pouvoir se conforme au texte. S'il n'y a pas à côté, je veux dire, des forces concurrentes pour en quelque sorte siffler et dire que ça ne marche pas, bon, on ne peut pas être, je veux dire, comme on le dit d'habitude, on ne peut pas partir juge. C'est-à-dire qu'un pouvoir est là et c'est à lui-même de dire que oui, on est conforme ou pas. Or, en Chine, on est dans cela. En Chine, le pouvoir est en même temps parti et juge. Et là, ça ne tient pas. Voilà. Oui, mais certains observateurs voient en ce sommet pour la démocratie d'ailleurs une façon pour les États-Unis de vouloir reprendre la main sur, évidemment, ce que vous avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu, parlons de la culture démocratique qui était américaine. Pour avoir perdu la face lors des dernières élections présidentielles et une manière pour Biden de vouloir envoyer encore un message pour dire que finalement, on reste les maîtres dans ce domaine. Est-ce votre point de vue? Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'aux sources, il y a d'abord, disons, ce n'est pas une idée qui date d'hier. Il y a d'abord l'Amérique elle-même. Il y a d'abord l'Amérique elle-même, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Capitole. Et d'ailleurs, il n'avait pas caché au départ. Quand il dit que non, il y a un recul de la démocratie, ce n'est pas seulement ailleurs, mais y compris dans ce pays. Enfin, je pense que ça a quand même étonné tout le monde de voir qu'aux États-Unis, le président sortant
veut faire un coup d'État, ne veut pas que, disons, il puisse être remplacé. C'était quand même quelque chose de marquant. Donc, à partir de là, ça donne une idée et en même temps, il constate, le président Biden constate que c'est pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. C'est pour ça que quand vous avez posé la question de départ, j'ai dit, il a regardé dans son pays, il a regardé en Amérique et notamment, je vais dire, disons, au Brésil, qui est quand même l'un des grands États de l'Amérique latine. Il a regardé en Europe. Et là, effectivement, il constate ce que tout le monde constate, que, effectivement, la démocratie en recul. Mais en même temps, elle ne peut pas, disons, l'Amérique, les États-Unis ne peuvent pas ne pas constater que quand effectivement on doit se lancer dans la construction, dans le rétablissement de la démocratie, il n'y a pas seulement la volonté, il faut également la stratégie. Et dans cette stratégie, il remarque que, effectivement, en dehors de l'Amérique, la Chine et la Russie sont en train de prendre, disons, effectivement, beaucoup de place. Et c'est ça qui explique, par exemple, que, premièrement, la Chine et la Russie ne soient pas invitées, et que, secondo, parce qu'il faut le dire, il annonce quand même, je veux dire, une rencontre avec, c'est-à-dire un sommet également américano-africain. Il annonce. Donc, je ne sais pas exactement qui serait invité à ce moment. Voilà. Donc, je pense que ça s'éclaircit un peu plus. Il a voulu dire, pour ce qu'il veut à propos de la démocratie, il va compter sur certains États. Je pense que le message est clair. Il va compter sur certains États et je pense que le Sénégal et, disons, la RDC, en ce qui concerne l'Afrique francophone, vont être en quelque sorte les relais. Les relais de quoi? Eh bien, ça, c'est le temps qui nous le dira. Question mark. Alors, donc, de la démocratie à la paix, c'est pratiquement un pas. Avant ce sommet, donc, pour la démocratie, s'est tenu à Paris également un sommet sur la paix. Mais la différence, c'est que du sommet pour la démocratie au sommet sur la paix, c'est qu'à Paris, on a plutôt noté la présence des autocrates, de beaucoup de dictateurs, jusqu'à faire dire à certains observateurs que finalement, c'était un dîner organisé par l'Élysée pour rencontrer ces préfets, entre guillemets, ces dictateurs. Ils se sont dit certainement un certain nombre de choses, mais la grande question était de savoir comment était-il possible de discuter sur la paix avec des dictateurs. Donc, les systèmes politiques sont incompatibles avec la paix, avec la démocratie, bien entendu. Mais effectivement, la précédente question, vous m'avez dit vous-même, est-ce qu'il n'est pas mieux d'associer justement ceux dont on reproche de ne pas être effectivement des modèles de démocratie pour donner des leçons? Ils peuvent dire cela, que justement, il a invité des autocrates à cette occasion pour effectivement faire des remarques et dire, bon voilà, nous ne sommes pas au parfum, ce qui se dit souvent. Mais bon, voilà. Donc, il pourrait invoquer cet argument. Mais je ferai la même remarque. En ce qui concerne les Africains, il y a eu le sommet de Montpellier. Et donc, je pense que pour un peu d'éthique, voilà, on ne peut pas tout de suite, après avoir, disons, organisé le sommet de Montpellier, avec effectivement, disons, tout ce qui a été dit, et dans la foulée, organiser ce sommet-là avec des autocrates. Je pense que par pudeur, je pense que le bon sens veut qu'à ce moment-là, pendant au moins un certain temps, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été critiqué, on se dise qu'il y a en quelque sorte, disons, un délai de décence. C'est important la décence, parce que ça relève un peu de la morale. Donc, je pense que stratégiquement, c'était pas bon, même si effectivement, il pourrait avancer l'idée que, oui, justement, dans la stratégie, un peu comme on le dit, la paix, on l'a fait avec ses ennemis. Donc, ils peuvent effectivement dire que, oui, par rapport à ce qu'ils souhaitaient, il fallait qu'effectivement, il associe justement ceux à qui l'on peut, disons, reprocher des choses. Mais je pense que du point de vue de la décence, c'était pas une bonne chose, après le sommet de Montpellier, tout de suite de renouer ou d'enchaîner effectivement la rencontre avec les dictateurs. Bon, mais voilà, ils sont leur idée, qui n'est pas la mienne, ou je pense la vôtre aussi, ou la plupart, disons, des observateurs africains. D'autant plus que nous savons que le sommet de Montpellier a été beaucoup critiqué par certains. Ce n'est pas, je vais dire, je ne soutiens pas forcément ces critiques, on pourrait en parler si vous voulez, mais je pense que du point de vue de la décence,
c'était pas bon tout de suite, après le sommet de Montpellier, de recevoir les dictateurs. Et quel était donc sinon, quel est votre point de vue sur le sommet de Montpellier, puisque les autres ont pensé que bah, c'était une diversion, c'était du théâtre, des choses qu'on a eu à répéter bien avant. On a même parlé de certaines répétitions qui se faisaient avant le sommet même, à nous faire croire que finalement ça a été une mise en scène. Ma lecture, c'est laquelle? Monsieur Perrin, je dois dire ceci. Moi, mes premières années dans ce pays, j'ai des amis de différents mondes, du monde politique, du monde universitaire, bon, disons en gros un peu de l'élite politique, universitaire, etc. Et quand chaque fois, c'est-à-dire comme on peut le regarder l'Afrique, quand je disais à ses amis, à ses collègues que ben voilà ce que la France fait chez nous, c'est pas bon, il y avait toujours la même réponse. Félix, honnêtement, on doit vous dire que c'est le problème de l'Afrique, c'est d'abord et avant tout un problème de l'Afrique. Et je disais non, non, non. Il me disait, mais écoutez, Félix, quel que soit ce que. Et il me disait, on ne doute pas, mais quel que soit ce que veut la France, si les Africains disent non, la France sera obligée d'arrêter. Et donc, nous pensons, c'est eux qui parlent comme ça, nous pensons, Félix, que c'est aux Africains, effectivement, de régler cette affaire-là. Je ne les croyais pas. Au bout d'un temps, mon idée a changé. Ça a changé pourquoi? Je pense, cher Christian, que si quelqu'un vous libère, si quelqu'un vous libère, ce n'est pas véritablement une libération. La libération est plus forte, elle est plus solide si elle est l'émanation effectivement des concernés. C'est un peu ce qu'on a dit à propos des indépendances. On a dit que, ben oui, le fait, et c'était vrai que c'était la stratégie de la France. Je cite souvent, disons, cette phrase, disons, de Cheikh Anta Diop dans Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, où il dit le génie du général de Gaulle a été de délier les liens avant qu'ils ne puissent rompre. C'est-à-dire que Cheikh Anta Diop, qui était quand même grand observateur, disons, à ce moment-là, ben, considère que si l'Afrique avait pu arracher son indépendance, eh ben, ça aurait eu, disons, un peu plus, disons, de force. Ça aurait eu un peu plus d'enracinement. Et que justement, le général de Gaulle s'était rendu compte que si effectivement l'Afrique arrache ses indépendances, eh ben, elle risquait de perdre. Et en même temps, elle ne pouvait pas manipuler. Et donc, ce que nous savons tous, en fait, là, je me répète. Et donc, moi, je pense que, c'est-à-dire, mon idée a évolué. Je pense qu'il faut que l'Afrique, nos pays, dans les différentes propriétés, dans les différentes composantes, se rendent compte que c'est à elle de donner le ton. Et en allant de cela, en quoi effectivement je peux apprécier, disons, le sommet de Montpellier. Bon, d'abord, disons ceci, Christian, bon, on ne peut pas avoir longtemps critiqué les sommets entre la France et les dictateurs et en même temps critiquer le sommet avec la société civile. Ça, c'est d'abord le premier constat. C'est-à-dire que ça ne tient pas. Là, il y a quelque chose qui est incongru. Non, mais probablement qu'on ne critique pas le sommet avec, bien entendu, la société civile en tant que telle, mais la manière qui a consisté à présenter cette rencontre. Je vous ai dit, et dans la question, j'ai relevé une chose. Je vous ai dit, ça a été une sorte de mise en scène, parce qu'évidemment, quelques temps après seulement, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a même pas eu de délai de décence. Quelques temps seulement après, Macron s'est recroquevillé dans sa vraie veste, cette fois-là, avec les dictateurs. Et on l'a vu. Donc, on peut bien comprendre que finalement, ça n'a été qu'une façon, je ne sais pas, est-ce que ce n'était pas non plus pour des fins électorales? On se pose la question. Mais parce qu'après Montpellier, on se retrouve de l'autre côté avec les dictateurs, à quoi cela ressemble? Déjà, à ce niveau-là, quelle lecture politique peut-on faire? Que je termine d'abord mon idée première et puis je vais. Je vous en prie. Bon, donc, à partir de là, bon, il faut se dire, je pense que recevoir la société civile, on peut l'interpréter de différentes façons. Dire que c'est une stratégie pour dire j'ai changé, ne pas changer en vérité. Mais moi, je dis, c'est important. J'avais commencé par expliquer effectivement les rapports que j'avais avec certains amis français. Et en fait, ce que j'avais compris, c'est quoi? C'est qu'effectivement, l'écrasante majorité des Africains ne participaient pas, n'étaient pas associés aux grands enjeux.
C'est-à-dire que c'est comme s'ils disaient que ce n'est pas leur affaire. Et à ce moment-là, on parle souvent de développement, on parle de tout. C'est-à-dire que si c'est une affaire élitiste, c'est vraiment léger. C'est pas sérieux. Non, mais lorsqu'on parle, oui, évidemment, lorsqu'on parle économie, on parle politique, on parle des grands enjeux. Vous avez dit, les Africains ne participent pas. Mais lesquels organisent ces conférences, lesquels organisent ces rencontres? Et vous pensez que c'est fait vraiment pour l'Afrique? Pourquoi ne laisserait-on pas l'Afrique elle-même organiser ces conférences, ces enjeux stratégiques, géopolitiques? Pourquoi pas? Et pourquoi c'est toujours l'Occident qui doit donner le ton? Et dans le même temps, on nous dira que ce sont les Africains qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais écoute, j'étais en train d'expliquer pour en arriver là, parce que là, j'étais encore dans le cas de l'Afrique elle-même. Mais pourquoi, on peut dire, Christian, pourquoi jusque-là, aucun dirigeant africain n'a pris l'initiative de convoquer, disons, d'inviter la société civile? Pourquoi? Pourquoi aucun dirigeant l'a fait? Mais je vais au bout de mon idée parce qu'après, on risque de se perdre. Donc, moi, je pense que l'élément important dans ce sommet, c'est d'abord, on a dit à l'occasion, par exemple, de la mort de George Floyd aux États-Unis que le black aussi compte, le noir aussi compte. C'est de dire en quelque sorte aux Africains, vous comptez aussi. C'est de leur dire, on ne vous méconnaît pas. Donc, c'est important le fait que une société civile qui se considérait comme n'existant pas aux yeux de l'Occident est mise en lumière. Et l'effet, c'est quoi? C'est un effet psychologique. C'est en quelque sorte pour les désinhiber. Parce que ce que me disaient ses amis et collègues, c'était ceci. Félix, votre problème, c'est que, en fait, la grande majorité des Africains ne pèsent pas dans la vie politique de leur pays. Ils la subissent. Ils ne montrent pas, disons, aux dirigeants qui est là que c'est nous qui vous avons mis là et que si vous n'avez pas notre accord, vous n'existez pas. Donc, moi, l'intérêt psychologique que j'ai vu en cela, c'est de dire, regardons, par exemple, pour l'illustrer tout simplement, nous vivons à peu près en gros les mêmes problèmes dans les systèmes autocratiques en Afrique. Nous reconnaissons, cher Christian, que ce qui a libéré le Burkina, ça n'a pas été l'opposition. Ça a été les masses qui se sont soulevées. Oui. Donc, ils ont montré qu'ils se sont désinhibés. Et à partir de ce moment-là, dès que la grande majorité, effectivement, monte au créneau, mais elle donne une leçon aux dirigeants pour leur dire que, écoutez, désormais, vous devez compter avec nous. Donc, moi, parce que le sommet lui-même, ça n'engageait personne, puis c'était informel. Donc, en disant cela, en envoyant ce message-là, ça permet à la société civile de se rendre compte que, oui, nous comptons, que oui, peut-être que nous pouvons également prendre l'initiative, que on peut ne pas le comprendre, mais à la longue, voilà le message, je vais dire qui est passé. Quelqu'un, dans cet esprit, m'a posé la question suivante, Félix, est-ce que c'est pas la naïveté? Quel peut être l'intérêt de Macron, de la France, effectivement, de désinhiber, disons, le peuple africain? Moi, je dis, mais il y a des éléments qui peuvent l'expliquer. Cher Christian, on a déjà abordé cette question. Moi, je pense personnellement que la dictature, c'est un déchet. Qu'en réalité, les autorités françaises n'ont pas besoin de dictateurs. Et donc, je me suis souvent posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que les autorités françaises sont obligées de recourir aux dictateurs pour satisfaire leurs intérêts? En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose qui relève, disons, d'un réflexe, c'est-à-dire qui relève d'une culture, qui n'est pas tout à fait la culture de Macron. Moi, je pense que pour quelqu'un qui, quand il est né, par exemple, un Sassou est déjà au pouvoir, disons-le, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, disons, en mars 1977, Macron est né le 21 décembre 1977, vous voyez quand même que, franchement, donc vous prenez tous ces autocrates. La vie politique, on peut dire la vie politique est différente de la vie civile, mais... Oui, mais il est aussi démontré que lorsqu'on est président en France, en réalité, ce n'est même pas le président en tant que tel qui décide de son mandat, ce sont plutôt les multinationales qui gèrent la politique en France. Donc, Macron ne peut que se soumettre, bien entendu, à la volonté de ces multinationales qui viennent exploiter en Afrique. Je ne peux pas parler en termes, disons, de soumission. Je pense que le président français doit tenir compte de cela parce que nous sommes dans une société libérale, dans une société démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des forces financières, il y a la société civile également, il y a une force, il y a les médias, il y a également des multinationales.
Donc, je veux dire, c'est une entité forte. Donc, je ne parlais pas en termes de soumission, mais je parlais en termes beaucoup plus, disons, de regard, c'est-à-dire de collaboration. La société politique, c'est qu'elle doit faire attention, effectivement, disons, à la société financière, c'est-à-dire donc aux multinationales et vice-versa. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que, au fond, en ce qui concerne Macron, tout jeune, il se dit, ou il a dû se dire, enfin, je ne comprends pas pourquoi on doit s'embarrasser de ces déchets-là. Parce que c'est des déchets. Et que si je peux atteindre à peu près les mêmes buts, parce que moi, ce n'est pas au niveau des intérêts. Je pense que la France défend tous ses intérêts. Et on ne peut que la comprendre. Mais de quelle façon? Parce que c'est ça le problème qui nous touche. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, ce n'est pas que, effectivement, disons, la France est derrière ses intérêts. Ce n'est pas ça qui nous touche. Ce qui nous touche, c'est la façon dont elle défend ses intérêts en s'embarrassant des Oui, mais déchets. malheureusement, je peux me tromper, mais je crois que l'expérience a démontré que la France, les intérêts de la France ne sont mieux défendus, surtout en Afrique, que par des dictateurs, qu'ils placent Mais, d'ailleurs. mais c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que Macron arrive, il n'a pas cette culture, il ne peut pas l'avoir. D'une façon, il y a un gros écart. Il n'a pas non plus, je veux dire, les mêmes réflexes et s'arrête un instant. Même si au départ, il s'arrête un instant, mais au fait, parce que objectivement, d'abord, objectivement, enfin, on peut reconnaître quand même qu'on n'est pas obligé de s'embarrasser des déchets, c'est-à-dire des dictateurs, pour satisfaire, disons, les intérêts de la France. Hein? Oui, mais Parce que encore que vous nous donnez des exemples qui font que Macron soit différent des autres. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qui peut montrer que finalement Macron est différent des autres? Qu'est-ce qu'il a déjà fait qui soit différent de ce que les anciens présidents, ses prédécesseurs, n'ont pas fait? mais prenons par exemple le message qu'il est allé donner en Algérie et qui a failli coûter cher, de dire que la France a eu à commettre un crime contre l'humanité. Mais très vite, il s'est retracté, il a été rattrapé. Un instant, il l'a dit. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est toi, Christian, qui a dit que non, 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 la France, c'est pas seulement le pouvoir politique, c'est différentes forces. Et donc, quand il l'a fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout lui tombe dessus. Et donc, il chute dans les sondages. Et quelle est la leçon que ça donne? Et quelle est la leçon que ça donne? Qu'il ne suffit pas de dire les vérités, qu'il ne suffit pas, disons, de vouloir arranger les choses, qu'il faut tenir compte de l'environnement. Et ça a toujours été ainsi. Et donc, à ce moment-là, il se dit, moi, je ne suis pas en train de faire, disons, sa défense, hein, j'essaie de constater. Ça veut dire qu'un dirigeant français, quel que soit ce qu'il veut, il doit tenir compte, mais c'est le propre de la démocratie, il doit tenir compte des différentes forces. Et que Macron est dans cette situation où il se dit, quel que soit ce que je veux faire, il faudra tenir compte des autres, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, les autres acteurs politiques, pour effectivement le renverser auprès de l'opinion, vont exploiter, disons, ce qu'il a fait. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que du point de vue culturel, il n'est pas de la même culture que les autres. Du point de vue, je vais dire, disons, de sensibilité, il a forcément une différence par rapport aux autres. Mais il faut également que par rapport aux autres, effectivement, il veut défendre les intérêts de la France, mais pas de la même façon. Et là, ce qu'il a eu à dire, disons donc effectivement en Algérie, ben, lui a fait comprendre tout de suite que, attention, ben, si je conduis comme ça, eh ben, parce que l'essentiel, c'est pas d'avoir des idées. L'essentiel, c'est effectivement de le faire entrer en action. Et là, effectivement, il a compris. Donc, on avait posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre eux. Il y a eu effectivement ce discours, disons, de l'Algérie. Il y a eu, disons, notamment la reconnaissance, disons, à sa façon, hein, de ce qui s'était passé, effectivement, disons, au Rwanda. Il y a effectivement ce qu'il est en train de faire dans le domaine de l'art. Et puis, il y a effectivement ce sommet ben, qui reste controversé. À mon avis, je pense qu'il a compris qu'il vaut mieux faire comprendre aux Africains que c'est d'abord et avant tout vous, que si vous, effectivement, vous vous élevez à ce moment-là, oui, nous pouvons tenter quelque chose pour dire, ben oui, on vient. Mais si ça n'existe pas, parce que, il faut le dire, cher Christian, moi, j'ai entendu, parce qu'il y a quand même une petite part de spontanéité chez Macron, moi, j'ai entendu des gens, quand il y a eu ce fameux, disons, cette fameuse diatribe à l'endroit de Biya pour dire, oui, libérer Maurice Kamto, c'est pas normal et tout. Mais par la suite, il a dit, ne comptez pas sur moi pour aller déloger Biya. Ça participait de la même spontanéité. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Enfin, je ne peux pas, moi, faire les choses de la même façon que les autres. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. On a délogé Lissouba, on a délogé Bokassa. Bon, donc, la stratégie, c'était celle-là. Mais lui, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que, traditionnellement, quand la France ne voulait pas, ben, écoutez, elle ne s'embarrassait pas. Hein. Elle venait et puis on envoyait des soldats, on le virait.
Bon, donc, je pense que entre les deux, c'est-à-dire le fait qu'on est dans la France-Afrique traditionnelle et le renouveau, il y a une zone grise. Et il est dans cette zone grise-là. Moi, je pense bien. Et donc, Oui, mais évidemment, professeur Félix Bakunda Pelé, vous pouvez avoir raison. C'est vrai que il y a quelques éléments tels que vous venez de les citer, les déclarations par-ci, l'organisation d'un sommet avec la société civile africaine, tout cela c'est bien, mais ce sont des petits détails, comme disent d'autres observateurs. Il y a des questions fondamentales qui aujourd'hui sont telles que la France ne bouge pas à ce niveau-là, notamment le franc CFA, la présence des bases militaires françaises en Afrique et la démocratie. Voilà les trois piliers où on attend la France en Afrique. Elle n'a jamais agi dans ce sens-là. Elle se contente plutôt à aller faire des déclarations par là et puis organiser, bon, comme on a dit tout à l'heure, oui, c'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas ça que les Africains attendent. Mais Christian, c'est une logique nous-mêmes. Tu venais de dire que ton opinion était extrême, ce qui consistait à dire que non, le politique doit se soumettre aux multinationales. Moi, je ne pense pas que c'est la soumission, mais je te dis plutôt... Donc, c'est l'expérience plutôt. Hein, on a observé, mais on a eu... Moi, personnellement, c'est ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on est président en France, on ne décide pas. Ce sont les multinationales qui font la politique. Non, moi, je dirais plutôt que le président français est obligé de tenir compte des multinationales, y compris aux États-Unis. Et ces multinationales, ce qui veut dire les intérêts français, c'est cela, en Afrique. Les intérêts français qui sont des... Qu'on ne peut pas bouger, évidemment. C'est là où tout le problème se pose. Sinon, pourquoi on maintiendrait, par exemple, l'armée française au Mali? Il a été démontré. Il y a tout un tas de choses qui se disent autour de la présence de l'armée française au Mali. On demande à la France de se retirer. Elle ne veut pas se retirer. J'ai expliqué quelque part que quand j'ai donné mon point de vue sur ce que disons, les jeunes gens avaient dit, qu'on demande de retirer, disons, les forces armées, disons, de l'Afrique, on dit que la... Non, moi, je pense qu'il y a vraiment, je vais dire là, des extrêmes. C'est vraiment pas ma lecture. Moi, je prends l'hypothèse, très sincèrement, je prends l'hypothèse, Christian, où la France dit « je retire dans l'immédiat, sur le champ ». Oui. Je ne suis pas sûr que les Africains s'assument véritablement sur ce qui peut en ressortir. Je ne suis pas sûr. Je donne un exemple. Cher Christian, quand on a analysé, disons, les lendemains, disons 2016, 2015-2016, nous avons là vécu deux situations. C'est-à-dire qu'il y a eu l'intervention de la France en Libye, c'est-à-dire donc en 2011. La France, de certains pays européens. Et puis, sur la question démocratique, il y a eu la question du Burundi. Le Burundi, par rapport à cette question de la limitation des mandats, a dit non à question. Aucun État, je dis bien, aucun État occidental ne s'en est mêlé. Aucun. Nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu de centaines de milliers de déplacés. L'Afrique a montré son incapacité à gérer une situation. Et moi, j'étais toujours en train de regarder, je disais, mon frère. Mais est-ce que ce n'est pas là une instrumentalisation? L'instrumentalisation. Comment on arrive à comprendre, à croire que 60 ans après les indépendances, les Africains ne peuvent pas se prendre en charge? On a toujours l'impression que les Africains ne peuvent rien faire, alors qu'avant même la colonisation, avant même que les Occidentaux n'arrivent en Afrique, l'Afrique était organisée. Comment on arrive à croire aujourd'hui que finalement, si on laisse les Africains seuls, ils ne vont pas s'en sortir? C'est un peu l'impression qui se dégage au niveau de l'élite occidentale. Si on laisse les Africains, ça sera un scandale. C'est cela. Non, je pense, Christian, que l'instrumentalisation peut être des différents côtés, dans les différents sens. Je pose la question, elle est précise. Pourquoi l'Afrique n'a pas résolu la question du Burundi? Pourquoi des milliers de Burundais sont morts? Pourquoi on a été incapable, effectivement, disons, d'éviter, disons, des centaines de milliers de déplacés? C'était une question proprement africaine, il n'y a eu aucune ingérence. De la même façon que je disais ceci, prenons le cas de la Libye. Le cas de la Libye, disons Christian. Dans le cas de la Libye, on pouvait se dire que si l'Afrique est conséquente au lendemain, parce que moi je critique l'Occident, y compris principalement la France, même si quelque part observons toujours de façon assiduée la situation, je sais quand même que dans cette affaire, la Libye, la coïncidence avec la présidentielle a joué, c'est-à-dire le fait que
moins d'un an après, la France entrait, disons, effectivement dans la présidentielle et que, oui, les préoccupations étaient autres. Donc, je pense que ça a joué parce que, on peut dire, je ne pense pas que le cynisme de la France ait été pour dire on va détruire, disons, la Libye. Je ne suis pas sûr que c'était pour la destruction de la Libye. Renverser Muammar Kadhafi, oui. Mais détruire la Libye, non, parce que la Libye a été détruite. Et donc, je pense que la coïncidence avec la présidentielle française a joué. Mais je pose la question suivante. Mais qu'est-ce qui empêchait les États africains, au lendemain de la mort, disons, de Kadhafi, de mener des initiatives pour qu'effectivement la Libye n'en arrive pas là? On peut également le dire. Donc, j'associe cette question avec celle du Burundi. Qu'est-ce qui a fait que dans le cas du Burundi, je répète, non, mais restons d'abord sur le cas de la Libye. L'Afrique a bien voulu prendre sa responsabilité sur le cas de la Libye. C'est l'Union européenne qui n'a pas voulu et les États-Unis qui ont exclu l'Afrique dans cette affaire. Et ça, c'est connu. On a demandé à l'Afrique de rester à côté. Sinon, il y a des Africains, il y a des États, sinon même l'Union africaine a bien voulu gérer cette affaire, a demandé même à l'Union européenne, laissez-nous gérer l'affaire de la Libye. Malheureusement, l'Union européenne n'a pas voulu. Elle a utilisé la force. Non. Pour le renversement. Renversement ou trouver des solutions pacifiques. Tout cela, on a dit à l'Union africaine de se mettre à côté. Non, mais un instant, soyons clairs, disons, si on peut dire ça. Si l'Afrique est sûre que c'est son continent, s'il y a l'Union africaine ne doit pas céder à ce que demande l'Union européenne. Là, c'est vraiment un aveu grave. Mais c'est là où je parle de l'instrumentalisation, parce que l'Union africaine, en réalité, en elle-même, qui subventionne l'Union africaine? Soyons conséquents, Christian. Moi, c'est-à-dire que ce que je ne veux pas, c'est exactement cela. C'est le fait de dire, oui, je mange, je fais la grève de la faim parce qu'on m'a demandé de faire la grève de la faim. Moi, c'est ça le problème. Moi, je pense que c'est une attitude immature. Et moi, quand je suis en train de dire que l'aspect qui peut être intéressant du point de vue psychologique du sommet, disons, de Montpellier, c'est cela. Il faut, c'est-à-dire que jusqu'au moment où nous continuons à nous dire que, oui, je meurs de faim, je me tue à cause de la France, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'à un moment, mais l'Union africaine, c'est l'institution majeure de l'Afrique. Elle ne peut pas dire que non, je ne vais pas le faire parce que, oui, la France, l'Union européenne l'a demandé. Ça, c'est grave. On ne s'en sortira pas. Donc, moi, je dis. Évidemment, tout le problème, il est à ce niveau-là. Comment? Je disais que tout le problème est à ce niveau-là. L'Union africaine est constituée de qui? En réalité, c'est ça le problème. La plupart des présidents qui constituent en fait cette organisation, comme le disent eux-mêmes à un moment donné, ils lâchent, c'est plutôt un petit club de dictateurs, d'amis qui se retrouvent, mais sans... Bien entendu, je suis d'accord. Je répondais l'autre jour, disons, l'interview à Georges, je disais que l'Union, disons, européenne et la Chine également, il faut le dire, la Chine également s'est lancée puisqu'elle a compris que c'est ce qu'il faut faire. Nous avons parlé des sommets, on ne va pas effectivement, disons, se perdre, mais vous voyez que la Russie, c'est la même chose, sommet russo-africain, chino-africain et bientôt américano-africain. Mais disons ceci, disons Christian, mais nous devons nous dire à un certain moment qu'il faut que ça s'arrête. Et pour bien le comprendre, il faut repartir aux origines. Le problème s'est posé en 1960, ou disons peu avant 1960 et dans les années qui ont suivi. Généralement, on dit, Christian, quand on s'est trompé de voie, il faut avoir le courage, l'honnêteté de revenir au départ pour prendre l'autre voie. On peut parler des années, des siècles. Si l'argument c'est de dire c'est à cause de la France, c'est à cause de l'Union européenne, reconnaissons qu'on ne s'en sortira pas. Parce que si la France et l'Union européenne considèrent que c'est leurs intérêts, mais pourquoi voulez-vous qu'ils démissionnent de leurs intérêts s'ils considèrent que c'est comme ça que d'autres? Donc, c'est plutôt aux Africains de se dire, mais cette situation, ça dure depuis 60 ans. Comment est-ce qu'on doit s'en sortir? Et c'est à elle de dire, oui, on ne s'en sort pas parce qu'à côté, il y a les étrangers, les intérêts étrangers qui... Donc, pourquoi, Christian, ne pouvons pas dire que non? La faute aux Africains, la faute aux dirigeants africains, la faute aux dictateurs parce que ils privilégient beaucoup plus leurs intérêts, c'est-à-dire leur pouvoir, par rapport aux intérêts de leur peuple. Voilà la réponse. Et dès qu'on dit cela, effectivement, on change de méthode. Mais si on continue à dire c'est à cause de la France, c'est à cause de l'Union européenne, c'est à cause des anciens, ce n'est pas une solution, puisque c'est eux qui ont initié cela et ça les arrange. Donc, moi, je pense, et c'est en cela que je pense que, quelque part, le sommet de Montpellier peut avoir un effet psychologique favorable. C'est de dire à la société civile africaine, bon, voilà, vous avez vous-même dit que, oui, les dictateurs et tout cela, bon, voilà. Maintenant,
Je parle avec vous, j'ai parlé avec vous, ça veut dire que vous également, vous pouvez décider. Et donc, pour moi, la solution la plus importante, c'est celle-là. L'introspection est une grande force aussi bien autant, disons, au plan individuel qu'au plan politique. Les individus qui font l'introspection, qui arrivent à comprendre leurs torts, leurs faiblesses, en font une force. En font une force, c'est ce qu'on appelle la résilience. Mais si on ne prend pas conscience de cela et qu'on est toujours obligé de dire là, c'est à cause de l'autre, mais on ne change pas. Mon argument, c'est uniquement ça. Ok, ben j'espère que les Africains prendront conscience, sinon ont déjà pris conscience au regard de tout ce qui se passe en Afrique, les multiples manifestations auxquelles on assiste. Au Burkina Faso, dernièrement, on a vu comment l'armée française s'est retrouvée devant la population burkinabé. Et d'ailleurs, avant de continuer, je vais vous proposer un reportage que nous allons suivre ensemble et on reviendra pour l'analyse de ce reportage. D'accord. Suivez. Ces images du jeune Aliou ont fait le tour du monde. Ici à Kaya, dans la région du centre-nord et un peu partout au Burkina sur les réseaux sociaux, on ne parle que de lui qui, à coups de lance-pierre, a réussi à abattre un drone lancé par des éléments du convoi de l'armée française lors de leur face-à-face tendu avec les manifestants qui exigeaient leur départ de la localité. Nous sommes allés à la rencontre d'Aliou Sawadogo chez lui, environ 2 semaines après le passage du dit convoi. Sa grand-mère qui s'occupe de lui se remémore encore des événements qui ont porté son petit-fils à la face du monde. Il était 13 heures environ lorsque l'un des oncles de Aliou, qui est soldat à Ouagadougou, m'a appelé au téléphone. Il m'a demandé « Est-ce que tu as vu ce que ton petit-fils a fait ?» Je ne comprenais rien. Et c'est alors qu'il m'a expliqué que Aliou venait d'abattre un drone avec son lance-pierre. Autour de 18h-19h, le maire et le gouverneur nous ont appelés au téléphone pour que nous passions les récupérer. Et pour revenir à la maison ici, il y a eu une foule immense qui nous a accompagnés comme s'il s'agissait d'un ministre. Après avoir abandonné l'école en classe de CM1, Aliou Sawadogo est aujourd'hui apprenti menuisier auprès de son oncle. Il nous raconte comment l'idée lui est venue de faire usage de son lance-pierre au moment des faits. Pendant que j'étais au niveau des manifestations, j'ai aperçu le drone de l'armée française qui était en l'air. Les gens autour de moi se sont mis à jeter des cailloux, mais personne ne parvenait à l'atteindre. C'est alors que j'ai pris mon lance-pierre, j'ai visé et j'ai tiré. Après, les soldats m'ont amené dans leur base avant de me ramener quelques heures après. Ils m'ont indexé ma grand-mère et m'ont demandé de l'identifier. Après avoir donné le nom de ma grand-mère, ils nous ont accompagnés à la maison. Toujours muni de son lance-pierre et âgé de seulement 14 ans, le rêve du jeune Aliou est de rejoindre un jour les forces armées nationales. Je ne vais plus à l'école, mais on essaie actuellement de négocier pour que je puisse repartir à l'école. Mon rêve, c'est de devenir un jour un soldat pour me battre pour mon pays. Tout en remerciant les bonnes volontés, la grand-mère du jeune Aliou en appelle à l'aide d'autres bonnes volontés pour accompagner son petit-fils à reprendre le chemin de l'école. Depuis que nous sommes revenus, une personne nous a soutenus. Je ne dirai pas son nom, mais il a remis 100 000 francs plus un ballon à Aliou. Il a aussi promis les soutenir pour qu'il puisse se réinscrire à l'école. J'en appelle à toute bonne volonté qui pourrait lui venir en aide. Victime d'un incendie survenu chez eux, le jeune Aliou Sawadogo et son père ont perdu leur maison. En attendant la reconstruction de cette maison, Aliou a rejoint sa grand-mère dans sa chambre, dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Alors, professeur Félix Bankoudapele, vous venez de suivre avec moi ce reportage à un jeune enfant de moins de 10 ans d'ailleurs, qui, disons, dans la dizaine, qui a battu un drone de l'armée française à coup d'une lance-pierre. Déjà, le courage manifesté par ce jeune, la détermination, et on entend dire le garçon, pour moi, il fallait bien. Donc, en fait, en substance, c'est ce qu'il veut dire, il fallait arriver à neutraliser cet engin. Quelle lecture pouvez-vous faire de ce reportage, de cet événement, de cet acte posé par ce jeune homme, ce jeune Africain, politiquement parlant? Politique parlant et humainement parlant aussi, ça joue. Premier élément, il est d'ordre humain.
c'est d'abord, disons, la sérénité du jeune garçon. Il ne donne pas l'impression d'être un héros. Il donne toute l'impression d'avoir agi par spontanéité. C'est-à-dire spontanéité, c'est dire que cet élément, cet engin, c'est un ennemi. Et puis, ben voilà, sans attendre qu'on lui donne l'ordre, sans attendre effectivement que, ben oui, il fasse une analyse des rapports de force, c'est dit, je dois tout simplement, disons, faire éclater cet engin. Et ça, c'est l'élément humain. L'argument politique, c'est lequel? C'est l'argument générationnel qui se rattache à peu près à ce que je venais de dire, disons, sur la question des relations franco-africaines. J'étais en train de dire que les dirigeants africains, les dictateurs, ont réussi à rouler leur population dans la farine, en leur faisant comprendre chaque fois que les problèmes que nous vivons dans nos pays, c'était la faute exclusive de l'ancienne puissance coloniale, que c'était uniquement la faute de l'ancienne puissance coloniale, en ne disant pas que l'ancienne puissance coloniale triomphe parce que, effectivement, eux, c'est-à-dire les dirigeants, sont complices. Ils ont des intérêts partagés. Et quand, disons, on prend l'exemple de ce jeune garçon, il n'a aucun lien, il n'a aucun intérêt avec l'origine, effectivement, disons, de ce drone. Il s'est dit tout simplement, ben ça, c'est un engin ennemi, il faut que je le détruise. Ça revient à ce que je suis en train de dire. Il faut que les Africains fassent leur introspection et se rendent compte que l'argument qui consiste à dire c'est l'autre ne joue pas et on l'utilise depuis des décennies. Ils doivent se dire, eh bien, voilà ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils bâtissent des stratégies. Ce garçon n'a pas eu peur. Ce garçon ne s'est pas posé la question de rapport de force. Il s'est dit tout simplement qu'on se trouve devant un ennemi, il faut effectivement réagir. Voilà la leçon que je tire. Et donc, politiquement, moi, je suis convaincu de ce qui va se passer, disons, dans les années, dans les décennies à venir. Parce que la jeune génération n'a pas les mêmes réflexes. De la même façon que du côté du colonisateur. Les réflexes sont différents, mais en Afrique également, les générations nouvelles ont d'autres réflexes. Ils se disent tout simplement que, ben oui, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que je vais triompher ou pas. Ces jeunes ne se posent la question de savoir si, en visant effectivement ce drone, ils pouvaient écoper de quelque chose. Ils ne se sont pas posé cette question. C'est la spontanéité. Certains diraient... Oui, mais il faut relever qu'il n'est pas aussi seul, c'est qu'il se retrouve dans un groupe de gens qui commençaient déjà à lapider et tous, alors lui s'est dit, moi j'ai la lance-pierre, qu'est-ce que je fais alors? J'essaie de viser pour atteindre le... Donc je vois un peu cet engouement, cette détermination de ces jeunes Africains qui se disent, ben, écoutez, nous savons qu'en face de nous c'est une armée, ils doivent être évidemment dotés du matériel dernier cri, tant mieux, mais on ne se laisse pas faire. Si vous étiez à la place de l'élite politique française, face à cet événement, face à cette détermination de ces jeunes Africains, comment aurez-vous, quelle autre lecture, sinon, qu'envisagerez-vous des relations futures, bien entendu, sinon à l'immédiat, entre l'Afrique et l'Occident, j'allais dire, pour ne pas citer la France? La réponse est claire. Si la France, qui a tous les moyens pour comprendre, c'est-à-dire donc l'expérience, parce que contrairement à nos jeunes États, ils ont des expériences séculaires des relations internationales, que si elle ne prend pas conscience de ce qui est en train de se dessiner, elle va perdre l'Afrique. Elle va perdre l'Afrique. Moi, j'en suis convaincu. Là, nous sommes, je vais dire, au niveau de l'intégration, mais je pense qu'en privé, je t'ai déjà dit, mon cher Christian, la France, l'Occident va perdre l'Afrique. Si elle ne se rend pas compte que la stratégie qu'elle a menée jusque-là dans les relations, disons, avec l'Afrique, et c'est des relations qui ont vieilli, c'est des relations qui sont surannées, ben, l'Afrique va effectivement, disons, tout simplement les jeter à la poubelle. Et c'est le message que je donnerai. C'est vrai, à un point tel que je pense que, effectivement, le sommet de Montpellier a été quelque part inspiré par cela. Je pense qu'elle n'a pas encore, la France, elle n'a pas encore trouvé véritablement, disons, la solution. Elle se pose, elle s'interroge, elle se dit comment nous en sortir face à cette situation. Parce que c'est vrai qu'un président ne décide pas seul en démocratie, un président en France, dans un pays démocratique, il y a plusieurs forces qui s'expriment. Et donc, peut-être qu'à sa façon, le président Macron, par exemple, a voulu faire dire, disons, à son opinion publique, y compris les multinationales, est-ce que vous entendez cela? Est-ce que je suis le seul à voir là et entendre cela? Christian, tu m'as dit, oui, c'était comme une mise en scène, il l'avait abordé avant. Il faut dire une chose.
Moi, j'ai écouté la jeune Burkinabé qui est passée quelques jours après à Télé 5 Monde. On lui a posé la même question, il lui a fait la même remarque en disant, mais il paraîtrait qu'avant, disons, de venir exposer là, vous avez d'abord, disons, parlé de cela. Et il a dit oui. Et elle a expliqué ceci. Bon, d'abord, sur ce qui précède avant, soyons quand même sérieux, disons, Christian. Pour une situation inaugurale, dans un pays comme la France, et où on est à moins de 6 mois, quand c'est on est à moins de 6 mois de la présidentielle, je pense qu'un président, même pas un président, mais un homme politique sérieux, ne va pas inaugurer quelque chose qui n'a jamais eu lieu et puis le prendre à la légère. Il est quand même obligé de tenir compte des conséquences politiques que cela peut avoir. Prenez l'hypothèse où un était venu là et puis se met à dire, à insulter Macron. Vous voyez ce que ça veut dire? Toute la classe politique serait tombée sur Macron puisque ça n'avait jamais eu lieu pour dire, mais voilà où est-ce qu'on mène la France. Donc je pense que du point de vue de Macron, il était tout à fait normal qu'il tâte un peu. Ne fût-ce que parce que si par exemple il y avait des questions où il devait fournir des éléments, il doit se préparer. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire où il y a eu d'abord quelque chose. Le problème, c'est de savoir si les jeunes gens étaient ligotés, c'est-à-dire qu'on lui interdisait certaines choses. Et cette jeune Burkinabé dit quoi? Quand effectivement elle fait son speech en privé, c'est-à-dire donc, disons préventivement, disons au jour du sommet, c'est elle qui le dit. Le président Macron dit, je préfère que vous enleviez l'expression sur la marmite sale. Je souhaite qu'elle n'ait pas lieu. Et la journaliste pose la question et alors elle dit non, j'ai décidé de maintenir, disons, mon exemple parce que ça résumait tout. Ça résumait tout. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, qu'est-ce que ça explique? Ce que ça explique, c'est que, parce qu'il faut bien le dire, de part et d'autre, il y a des commentaires qui sont forcément exagérés ou bien qui ne sont pas, je veux dire, neutres. Moi, je pense que ces jeunes gens ont dit ce qu'ils voulaient dire et que quand effectivement ça ne pouvait pas plaire, ben, ils se sont dit, bon, peut-être dans la manière, mais les symboles, il faut le dire. Le cas, effectivement, de cette jeune femme burkinabé, que j'admire, je dois le dire au passage, démontre exactement qu'il n'y avait pas, je veux dire, disons, de la manipulation. Que, ben, effectivement, il y a eu comme une ce que l'on fait. Bon, écoutez, bon, je suis enseignant. Quand, effectivement, ben, on va demander aux étudiants d'exposer, bon, parfois, ben, ils ont préparé une communication. On demande d'abord, disons, de dire ce qu'ils pensent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais sauf que je sais aussi que dire est une chose, faire c'est tout autre chose. Tout ce que l'on dit ne compte que pour 5%, la réalité, la pratique, c'est 95%. Donc, la France pouvait bien écouter tout cela. De toute façon, il y a rien eu de nouveau. Tout ce qui a été dit, c'est ce qui s'est toujours dit depuis des décennies. La France en est conscient. Donc là aussi, on peut jouer, comme je l'ai dit, pour les raisons, pour les fins électorales. Pourquoi pas? C'est possible. Montrer que celui qui est en face de nous est vraiment un démocrate, c'est quelqu'un qui écoute, mais au fait, à la fin, il n'y aura rien. C'est bien possible tout cela. Ma question suivante, que se passe-t-il exactement? On parle du sommet France-Afrique, même si à un moment donné, on a commencé à dire Afrique-France. Tout ça sont des stratégies. En fait, ça relève un peu du marketing politique. Nous avons la Russie, Russie-Afrique, Chine-Afrique. Bon, encore que le sommet de Biden, on peut considérer que c'est un sommet mondial là, qui regroupe tout le monde, tous les États, peut-être tous les continents. Mais pourquoi est-ce que toutes ces puissances veulent traiter avec l'Afrique et en considérant l'Afrique comme un pays, alors que l'Afrique, c'est quand même 54 États? Pourquoi parle-t-on toujours de la France, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique et peut-être demain États-Unis, Afrique? Pourquoi ne traitent-ils pas ces pays ou ces puissances, pourquoi ne traitent-elles pas avec des pays africains, des États africains en partenaire gagnant-gagnant? Pourquoi pensent-elles, ces puissances bien entendu, pensent-elles que l'Afrique c'est un pays? D'où vient ce concept? Comment ils arrivent à croire que l'Afrique, c'est fait exprès, l'Afrique est un pays, un tout, donc un pays avec qui on va traiter, alors que en Afrique, chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes, chaque pays probablement a sa stratégie, a sa politique, etc. Pourquoi on considère l'Afrique comme un seul pays avec qui on doit traiter dans ces sommets-là, sommet France-Afrique, comme je l'ai dit? Merci pour la question, mais
quelques secondes pour répondre à ce qui a précédé. Moi, vraiment, j'ai plutôt une idée plus haute, disons, des Africains et principalement la diaspora, ne fût-ce que parce qu'elle vit la politique tous les jours et de manière relativement, je vais dire, démocratique, c'est-à-dire de manière rationnelle. Et je pense que le lien qui a été fait entre ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire le sommet qu'il a organisé, et je vais dire la monopolisation de l'électorat à la diaspora, je pense que c'est une insulte à notre intelligence. Premièrement, question. Je rappelle que quand on va voter, c'est pas seulement pour choisir, mais c'est aussi pour exclure. Il faut le dire. Tout à fait. Quand on va voter, c'est pour choisir, mais ça peut être pour exclure. Donc, sur le cas précis de Macron, moi, je pense principalement que ce qui va se passer, voilà, ce qui va se passer, c'est que tout dépendra de celui qui sera en face de Macron. Mais si l'on prend ce qui est en train de se pointer, très sincèrement, disons, Christian, le président Macron est là. Tous les observateurs s'accordent à dire que le thème, par exemple, sur l'immigration n'est pas sa tasse de thé. C'est tout le monde qui s'accorde à le dire. C'est pas sa tasse de thé. C'est pas dans sa prédilection. Il a plutôt une façon de voir les choses qui consiste à dire, par exemple, assurer l'effectivité de l'État. Quand on prend les potentiels, et je suis sûr que celui qui sera face à Macron sera parmi ceux-là. C'est par exemple la candidate, disons, des Républicains, Valérie Pécresse. Vous prenez, disons, au niveau de l'extrême droite, vous prenez, disons, Zemmour et puis Marine Le Pen. Le thème de l'immigration, le thème de la peur est constant. Il ne peut pas parler de 3 phrases sans effectivement relever cette question-là. Moi, je pense que la raison pour laquelle éventuellement, et Macron n'a même pas besoin effectivement, je vais dire, disons par rapport à la problématique qui est celle du sommet, n'a même pas besoin de ce sommet pour savoir que la peur qui est souvent, je vais dire, disons, miroitée auprès de l'opinion publique française en ce qui concerne l'immigration, joue déjà sur cette affaire-là. Donc, je dis, ne suivons pas le chemin facile. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était un argument pertinent, très sincèrement. Ce n'est pas un argument pertinent. C'est de dire que non, les Africains, la diaspora africaine. Non, la diaspora africaine. C'est un point de vue, hein, Félix. C'est un point de vue. Je suis sûr que la diaspora africaine ira aux élections 2022 pour tenter d'éliminer celui qui les emmerde, celui qui, vous m'excusez l'expression, pour éliminer, disons, ceux qui, je veux dire, disons, ont fait de la question, disons, des étrangers et des Noirs principalement, disons, un marché politique. C'est ça qui va les déterminer. Donc, ça montre que l'argument avancé, disons, du lien entre, effectivement, disons, le sommet de Montpellier et, je vais dire, la manipulation politique, ça ne tient pas debout. Maintenant, revenons à la question que tu viens de poser. Pourquoi considère-t-on l'Afrique comme un seul pays? Il n'est pas oublié. Mais, ma chère Christian, quand je dis que parfois on frise un peu, parfois la paranoïa, disons, dans nos propres préoccupations. Mais on pouvait faire une lecture, je vais dire, positive de cela. Se dire, par exemple, puisque et la France, et la Chine, et la Russie, et peut-être demain l'Afrique, considèrent l'Afrique comme un État. Mais que ces États-là élaborent une stratégie commune. Rappelons, Christian, quand en 1960, les pays africains vont aller aux indépendances, quelle a été la stratégie de la France? C'est de dire qu'il ne faut pas que ce soit un seul État. Nous connaissons ce débat-là. Et il a fait couler beaucoup de sang, pas seulement la salive, du sang. Puisque la stratégie menée par les puissances, principalement la puissance coloniale française, c'était de dire, pas question d'un État. Nous savons ce qui s'est passé pour le Biafra, nous savons ce qui s'est passé notamment, disons, pour la RDC. On oublie que la RDC, au début, se présente effectivement comme, disons, dans une problématique qui est celle, disons, de l'État unitaire ou de l'État fédéral, et que le sang a coulé aussi à cause de ça. Donc, comment on peut se dire que le choix, par exemple, la France, au départ, c'était de dire qu'il ne faut pas que l'Afrique se présente comme un seul État, et quand il s'agit des sommets, eh bien, ils préfèrent le recevoir comme un seul État. Est-ce que là, ça montre pas que la chose est beaucoup plus compliquée que cela? Et donc, à part là, moi, je dis ceci. Si les Africains étaient sérieux, je veux dire, les dirigeants africains étaient sérieux, si eux-mêmes ne jouaient pas uniquement leur propre pouvoir, mais ils auraient pu se dire, puisque nous allons au sommet France-Afrique, c'est-à-dire d'un côté c'est la France et de l'autre nous,
Nous, c'est-à-dire un seul, eh bien, élaborons des stratégies communes. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Mais ça revient à ce que j'ai l'habitude de dire, que pour nos dirigeants, leur propre pouvoir, leurs propres intérêts de maintien au pouvoir, disons, comptent plus que les intérêts, disons, de leur peuple. Tu vas me dire, oui, mais c'est justement parce qu'ils sont manipulés. Mais enfin, mais Christian, quand tu es président, tu mesures toi-même les enjeux. Il y a président, évidemment. Il y a président et président. Tu dois te dire, mais en fait, je suis président, pourquoi? Est-ce que c'est pour mon propre intérêt? Mais professeur Félix Bakoudnapé, lorsque vous dites président, vous parlez de quel type de président? Parce qu'en Afrique, ce sont des présidents imposés, pas des présidents élus. Si je prends le cas de mon pays à moi, le Congo-Brazzaville, nous savons ce qui s'est passé. Le Congo avait choisi un président. Ce président a été délogé par l'armée, il faut le dire comme ça, et ce n'est plus un secret, par l'armée française. On a imposé un monsieur qui est là, Denis Sassou Nguesso. Et donc, quand vous dites président de la République, à quoi faites-vous allusion exactement? Un président élu par la population ou un président qu'on a imposé à cette population? Là aussi, il y a un problème. Merci pour la remarque, je dois le dire, oui. Parce que le plus souvent, on emprunte, je vais dire, disons, des expressions consacrées. Je dis bien consacrées. D'habitude, quand j'écris de façon rigoureuse, je ne parle pas de président, je parle de chef d'État. Parce que c'est pas la même chose. Un président, c'est quelqu'un qui est élu. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui est là, quel que soit effectivement son mode d'accès au pouvoir. Donc, votre remarque est fondée. Je suis d'accord sur la remarque pour dire ce qu'on appelle président. C'est tout à fait vrai. Celui-là qui est là, la majorité de ceux qui sont à la tête de nos États sont effectivement, je vais dire, disons, placés là. Et donc, on s'accorde pour dire que c'est parce que ces mêmes personnes font du cinéma, ils oublient de dire que, ben, ils sont là d'abord, en fait, c'est déjà sous-entendu quand ils viennent là, c'est uniquement pour les formes. Parce que, surtout quand on y ajoute les commissions qui sont là d'avance avant d'arriver au sommet, parce que quand ils arrivent au niveau du sommet, c'est uniquement pour la validation, pour la confirmation. L'essentiel, c'est déjà fait en amont. Donc, je dis ceci. Le mode d'organisation des États africains, c'est-à-dire des États unitaires, font que l'écrasante majorité des dirigeants, c'est-à-dire des chefs d'État, je dis bien des chefs d'État, pas des présidents de la République, des chefs d'État, ils vont d'abord pour valider, pour consolider leurs parents. C'est ça qui fait que, finalement, on n'arrive pas à des solutions. C'est parce que la préoccupation majeure des dirigeants africains, c'est d'abord et avant tout leur pouvoir, leurs intérêts, le pillage, il faut le dire également. Il faut le dire, disons, mon cher Christian. C'est important de le dire. Pourquoi? Je dis ceci, disons, Christian. Avant l'arrivée des dirigeants africains, qui sont en fait des administrateurs de la France, qui sont des administrateurs de la France dans nos pays, il y avait des dirigeants coloniaux. Des dirigeants coloniaux, c'est-à-dire donc des hauts fonctionnaires, disons, de l'État colonial. Mais ces administrateurs coloniaux ne s'enrichissaient pas, mon cher Christian. Ils ne s'enrichissaient pas. Ils étaient là, ils avaient le contrôle de la puissance coloniale, et quand quelqu'un dérapait, je dis bien dérapait, le plus souvent, on le rappelait. Le plus souvent, on le rappelait. Qu'est-ce qui peut expliquer que quand il y a maintenant des administrateurs nationaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chefs d'État, eh bien, tout de suite, eh bien, c'est l'enrichissement massif. Ça, il faut l'expliquer. Donc, peut-être que ça fait partie de la nouvelle donne ou des nouvelles relations ou des relations qui ont été revues au niveau, bien entendu, de ces puissances coloniales. Pourquoi pas? Mais ça dit que ça fait partie, c'est-à-dire que vous êtes là, vous travaillez pour nous, et puis vous... Oui, et on vous laisse faire, prenez ce que vous voulez, vous aussi, organisez-vous à votre manière. De la même façon que les mêmes chefs d'État le font, disons, aujourd'hui auprès des nationaux. Ils disent, ben oui, vous me soutenez, vous prenez tout ce que vous voulez, moi je vous dis rien. C'est notamment. En fait, ce n'est que le schéma de la puissance coloniale qu'ils répercutent à leur niveau. Voilà. Vous êtes là, faites tout ce que vous voulez, mais ne dérangez pas mon pouvoir, servez-moi et prenez ce que vous voulez. Ou plutôt vous participez à la consolidation du pouvoir. C'est ça, exactement. Voilà. La consolidation du pouvoir. C'est la même façon que les mêmes dirigeants africains participent à la consolidation de l'ancienne puissance coloniale. Nos propres hauts fonctionnaires nationaux participent effectivement à la consolidation, à l'enracinement du pouvoir en place, et puis ils pillent, on leur fait. C'est exactement la même chose. Donc, c'est là où je dis que il ne faut pas faire une lecture exclusivement extérieure en disant, ben oui, c'est à cause. Non! Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. On peut bien comprendre. Je ne cesse de répéter la même expression. Il ne faut pas faire une lecture à sens unique
en ne montrant que, disons, la puissance coloniale. Il faut dire d'abord, nous avons des fantoches à la tête de nos États. Et ce n'est pas une analyse nouvelle. Hein. Je peux te dire, disons, mon cher Christian, que, bon, moi qui disais déjà cela dans les années 80, les analyses faites déjà par des analystes français. Je parle d'un auteur connu par les spécialistes de la science politique ou du droit public, un certain, effectivement, disons, Jean-François Gonidec. Il disait déjà que le fonctionnement, disons, de l'Afrique est fait de telle sorte que les dirigeants en place et l'ancienne puissance coloniale ont des liens communs. Et ça fait que, en fait, quand on touche un pouvoir local, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle des, c'est comme si on touchait la colonie. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est des relations établies ainsi depuis longtemps. Et je pense que quand, disons, je vais dire, nous critiquons, nous remettons en cause, les dirigeants africains se disent, bon, mais vous ne savez pas à quoi vous exposez. Je rappelle, disons, une phrase, rappelée d'ailleurs, citée d'ailleurs par notre écrivain national, Guy Menga, dans la transition congolaise escamotée, la transition escamotée, Congo de la transition escamotée. Il rappelle une phrase, disons, de M. Sassou Nguesso à l'ouverture de la conférence nationale. Et quand il ouvre la conférence nationale, M. Sassou dit notamment cette phrase. Faites attention, on nous regarde. Et que si tout, c'est pas exemple ce terme, mais l'esprit c'est celui-là, si effectivement nous ne sommes pas effectivement, disons, sur les rails, eh bien, on ne nous le pardonnera pas. C'est rappelé par Guy Menga. Et Guy Menga pose la question suivante. Mais au fait, à qui il s'adressait? À qui il s'adressait? Oui. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que notre problème, celui-là, et comment est-ce que non? Parce que le constat, très sincèrement, le constat, on l'a fait depuis. Le constat, on l'a fait depuis. Je viens de vous parler de cet auteur français, Jean-François Gonidec, Pierre-François Gonidec, mais l'ouvrage est de 1982. 1982. Donc, et je pense qu'il y pense déjà, mais enfin, je cite parce que justement, c'est un grand panafricanisme, mais d'autres le disaient déjà. Donc, le constat, nous le savons. Le constat, nous le connaissons. Mais une fois qu'on a fait le constat, il faut bien le dire, si nous sommes convaincus que ces dirigeants et l'ancienne puissance coloniale constituent une seule et même partie, mais c'est à nous, justement, d'initier autre chose. Voilà. Mais si nous bornons uniquement à dire, mais nous sommes loin de nous en sortir. C'est tout ce que je veux dire. C'est vraiment ce terme-là. Voilà. Parce que, en tout cas, merci, professeur. On est pratiquement à la fin parce que le temps aussi nous presse déjà. Nous sommes là dans les dernières minutes. Oui, vous pouvez continuer. Voilà, donc j'étais en train de dire ceci. Il y a eu, ça c'est très illustratif, il y a 3 ans, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, la question au niveau de la CPI. Quand on a eu à interpeller, disons, le président kenyan pour aller témoigner, au motif qu'il était soupçonné de la CPI. Les dirigeants africains se sont réunis pour dire que non, ils voulaient globalement sortir de la CPI parce que la CPI ne jugeait que, disons, les dirigeants africains et que c'était une juridiction coloniale, une juridiction qui humiliait les Africains. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Enfin, la grande majorité doit s'en rappeler. Et à cette occasion, ils s'étaient déjà rencontrés, je pense que c'était en 2017. Et la première tendance, d'ailleurs, c'était attendu. Et bon, on a commencé par, je vais dire, parce que je sais ce qui s'est passé. Au niveau donc de la France et de l'Union européenne, on a commencé d'abord par mobiliser individuellement certains pays africains, certains dirigeants africains, pour leur dire attention, attention. Et petit à petit, il y a eu un d'eux, celui du Sénégal et même celui du Kenya lui-même, la Côte d'Ivoire, mais tu me diras oui, c'est pas étonnant pour la Côte d'Ivoire, pour dire non, 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 c'est pas la solution. Et puis, il y a eu la menace financière, c'est-à-dire l'Union européenne qui a dit, ben non, franchement, si vous arrivez à crever, effectivement, disant la CPI, en boycottant, en disant que vous retirez, eh ben, nous n'allons plus apporter le soutien financier. Et l'argument qu'invoquaient les dirigeants africains est quand même assez révélateur. Ils disent que c'est une manipulation de la puissance coloniale. Mais, chère Christian, si c'est la même puissance coloniale qui les manipule, qui les soutient au pouvoir, et que les dirigeants africains ne le disent pas, et quand ils sont atteints, ils dénoncent la puissance coloniale. Il y a quelque part, là, disons, une victime. Il y a quelque part une manipulation.
Donc, nous ne pouvons pas, nous, dire que c'est la puissance coloniale, les dirigeants africains également disent que c'est la puissance coloniale, alors que nous savons que le principal moyen d'action de la puissance coloniale dans nos pays, c'est à 80%, mais c'est effectivement, disons, par le biais de ces dirigeants-là. Donc, si oui, mais on reconnaît ce double langage à tous les despotes, hein, à tous les dictateurs africains. Lorsque la situation les arrange, c'est bon. Quand ça leur arrange pas, ça crie à l'ingérence, alors qu'ils sont bien conscients qu'ils sont là parce qu'ils ont été installés, bien entendu, par la même puissance. Mais bref, on est arrivé donc à la fin de notre émission. Probablement que vous avez une petite préoccupation, quelques secondes, voilà. Et ça sera totalement la fin de l'émission. Mon mot, c'est de dire ceci. Sur les relations soit franco-africaines, soit russo-africaines, soit chino-africaines, je pense que c'est la prise de conscience de la société civile africaine, de l'élite africaine, en se disant pourquoi ça perdure, et d'en tirer les leçons. Et ces leçons consistent principalement dans l'introspection et la responsabilité. Si nous continuons à dire que c'est uniquement l'autre, on ne s'en sortira jamais. On ne peut pas demander au chien qui vient régulièrement s'abreuver quelque part, de dire, ben oui, chaque fois, ben, tu viens t'abreuver sur mon fleuve, mais il le fera jusqu'à l'infini. Il faut donc le chasser, c'est cela. Il faut le chasser, il faut réagir. Mais ne pas attendre que, je veux dire, ne pas procéder par procuration. En procédant par procuration, on ne s'en sort pas. Et le jeune homme que vous m'avez montré qui a pris son lance-pierre effectivement pour détruire l'engin, démontre exactement, il nous trace la voie pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est cela. Ce jeune homme nous l'a montré. Ben, le hasard, je ne sais pas si c'est du Burkina Faso, mais au Burkina Faso, c'est comme ça que ça s'est passé. La société civile s'est dit, ben voilà, on n'attend pas le mot d'ordre de l'opposition, il faut y aller, ils sont allés, ils se sont libérés. Mon message, c'est celui-là. Et donc, l'attitude qui consiste à dire la France, ou bien les dictateurs, on entend ça déjà depuis des décennies. Si ces dictateurs-là pensaient à notre continent, s'ils pensaient à nos pays, ils le savent peut-être mieux que nous. Le débat a eu lieu au début des années 60, quand on a dit comment est-ce que nous allons nous en sortir. Il y a eu un débat. C'est celui du panafricanisme et celui des États unitaires, c'est-à-dire de l'État fédéral et l'État unitaire. Si les dirigeants de ce moment-là ont fait le choix de l'État unitaire, c'est parce que ça les arrangeait. C'est parce qu'ils étaient téléguidés. Et donc, c'est là la solution. Pour le reste, mon cher Christian, on le répétera 1000 fois, la France, aujourd'hui, la Chine, la Russie, ils ont des intérêts communs. Des intérêts communs, je le rappelle. Et je dis ceci, ne nous trompons pas. Si il y a un problème qui doit apparaître dans l'une de ces relations, les intérêts, par exemple, de la Russie sont plus proches de ceux de la France que de ses intérêts avec l'Afrique. Je donne un exemple historique qui a marqué le monde. Moi-même, j'étais encore bébé, mais enfin, c'est après que je l'ai connu par ma lecture. Je rappelle un fait. Quand il y a eu un problème entre Cuba et les États-Unis, dans l'affaire qu'on appelle l'affaire la baie des cochons, c'est que nous étions en pleine idéologie. Et qu'est-ce qui se passe? Cuba tend justement la main, disons, à l'Union soviétique de ce moment-là, et donc pour dire voilà ce qui risque de m'arriver. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne dis pas la Russie, mais l'Union soviétique mobilise effectivement des engins et vient les placer dans l'île de Cuba en menaçant effectivement les États-Unis pour dire que si vous n'arrêtez pas la tentative, disons, de renversement du régime de Cuba, et quand même, on dit près de 180 coups d'État, hein, 180 tentatives de renversement. Voilà. Et donc, voilà, moi, je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis de Kennedy se sont arrêtés. Et que dit effectivement, disons Cuba, disons que dit Castro effectivement aux dirigeants soviétiques? Il dit ceci, voilà, il faut tout simplement y aller. Il faut tout simplement y aller parce que nous en avons déjà connu d'autres et ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils ont du mal à accepter effectivement un régime communiste en territoire américain. Donc, il faut y aller. Castro a attendu pendant longtemps.
pendant longtemps et l'Union soviétique a fait effectivement la promesse d'en finir avec les États-Unis. Il a attendu de moi, il n'avait jamais compris que c'est tardivement qu'il s'était rendu compte que entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y avait d'autres intérêts beaucoup plus importants que cela. Ils ont tout simplement oublié et Cuba, après, avait tiré la leçon. Il faut savoir que oui, on peut l'aider jusqu'à un certain point. Il peut s'opposer pour moi jusqu'à un certain point, mais à un niveau élevé, les intérêts entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient beaucoup plus grands que l'affaire de Cuba. C'est à peu près la même chose que nous risquons de vivre si nous ne comprenons pas que je rappelle ceci, cher Christian, bon, c'est le dernier mot, la Chine tire, disons, 100 fois mieux dans ses relations avec les États-Unis qu'avec l'Afrique. Ah, mais il faut le dire. Donc, la Chine gagne 1000 fois plus avec les États-Unis, avec l'Europe qu'avec l'Afrique. Voilà. Donc, de ce point de vue, nous devons comprendre que, contrairement, disons, aux classifications que nous pouvons faire, qui sont bêtes, eh ben, c'est à nous-mêmes de défendre nos intérêts et non, effectivement, disons, la Chine ou la Russie. J'en ai terminé. Voilà. Et uniquement en disant qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là. Merci en tout cas. Donc voilà, en tout cas, merci, professeur Félix Bankoundapélé, d'avoir été avec nous. Je retiens en substance qu'on ne libère pas un peuple se libère. Et donc aux Africains de prendre leurs responsabilités s'ils veulent bien libérer l'Afrique. Merci à vous également, chers téléspectateurs, qui avez été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit, comme d'habitude, à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.